Au nord-est des États-Unis, la ville de New York s'étend à la fois sur le continent et sur plusieurs îles à la limite de l'océan Atlantique. Elle est desservie par 3 aéroports internationaux. Elle est composée de 5 boroughs, 5 grands arrondissements. Manhattan, le plus célèbre d'entre eux, occupe l'île formée par l'Hudson River à l'ouest et l'East River à l'est. Le mot indien Manhattan signifie « l'île aux collines ». Pour relier l'île à l'extérieur, de nombreux ponts s'élancent d'une rive à l'autre. Ils offrent des échappées à Manhattan qui s'étirent sur une bande de terre large de 3 km. Avec un territoire aussi étroit, la ville a dû prendre de la hauteur en inventant une architecture originale. Chaque espace est exploité et pour multiplier la surface au sol, on vit à la verticale. Le moindre déménagement peut prendre des allures de prouesse. L'organisation doit être rigoureuse sur un espace réduit. Tracées au cordeau, les rues sont orientées d'est en ouest. Les avenues le sont du nord au sud et la plupart sont numérotées. La ville de New York est 10 fois plus vaste que Paris. La numérotation des rues facilite grandement l'orientation. À New York, le climat est fait de contrastes. Les saisons sont très marquées et les températures peuvent varier de manière spectaculaire en un temps record. En été, le thermomètre dépasse souvent les 30 degrés et en hiver, il peut descendre à moins 30. Les contrastes à New York sont aussi culturels. On y parle environ 170 langues et on y recense près de 200 nationalités différentes. Un bon tiers des New-Yorkais ne sont pas nés ici. Parce que la ville est ouverte sur l'extérieur, les immigrants ont toujours été nombreux et de toutes les origines. L'immigration fait de New York la véritable capitale du monde. L'Organisation des Nations Unies y a établi son siège. L'opulence et la puissance financière de New York sont évidentes. Le nombre et la valeur des échanges font de la ville la première place boursière du monde. Des dizaines de millions de visiteurs débarquent à New York tous les ans. C'est-à-dire que la population de la ville peut être multipliée par 6 ou 7. New York est la première destination touristique des États-Unis. Malgré les distances considérables, les New-Yorkais sont des marcheurs. Rares sont ceux qui possèdent une voiture. Les trottoirs sont larges et en certains endroits, ils gagnent même du terrain sur la chaussée. Depuis peu, le vélo s'impose lui aussi comme moyen de déplacement naturel. Hep Taxi! Le jaune des taxis fait partie de l'image de New York. Ils sont plus de 13 000 à rouler jour et nuit et ils constituent une bonne partie du trafic automobile. Pour échapper aux embouteillages de Manhattan, on a créé les water taxis, les taxis sur l'eau qui suivent des itinéraires fixes. Mais le métro est le moyen le plus rapide de se déplacer à New York. Il y a aussi les ferries, comme celui de Staten Island. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la sécurité est devenue une priorité. Les lieux stratégiques sont surveillés et la ville est devenue l'une des plus sûres des États-Unis. Les New-Yorkais sont très attachés à leur qualité de vie, peu importe le prix. Lorsqu'ils ont du temps, ils profitent d'un environnement naturel privilégié. Et ils s'offrent même le luxe d'adapter la vie urbaine à leurs exigences. Mais le contraste est saisissant entre ceux qui en bénéficient et ceux qui n'y ont pas accès. Une bonne condition physique est une condition essentielle pour vivre à New York. Et tous les endroits sont bons pour s'entraîner.
La forme physique, la couleur verte et les produits naturels ont le vent en poupe. Le bio se vend bien. Les préoccupations écologiques se retrouvent partout dans la vie quotidienne. Et les espaces verts n'ont jamais été aussi bien entretenus. New York est l'une des villes américaines qui produit le plus de déchets. L'objectif des autorités est à court terme de doubler le recyclage. Les enfants font partie des priorités de la ville qui leur réserve de multiples infrastructures récréatives ou sportives. La ville compte d'innombrables écoles publiques ou privées. Et quoi de plus normal dans la ville verticale que d'installer la cour de récréation sur le toit? Dans la rue s'expriment les sensibilités religieuses de la ville. Même si les religions chrétiennes sont très nettement majoritaires, toutes les grandes religions du monde sont représentées. Les différentes croyances sont ici capables de vivre en harmonie. Elles existent dans le respect mutuel. Par ses croyances et ses convictions, la ville repose sur une étonnante diversité. Elle perpétue les traditions tout en faisant preuve de créativité. Les immigrés sont issus de pays proches ou lointains. Leur arrivée est ancienne ou récente. Les New-Yorkais partagent les mêmes valeurs. Et chaque fois qu'ils le peuvent ou chaque fois que les circonstances le permettent, ils célèbrent la même liberté. Les grandes lignes de l'histoire de l'art à New York façonnent la silhouette de la ville. Ici, l'art appartient à tout le monde. Il se répand dans la rue qui lui sert de cadre. À commencer par l'architecture, repère visuel pour des millions d'habitants. Les sources d'inspiration de l'architecture à New York sont innombrables. Aucune ne s'impose à l'autre. Au contraire, elles s'additionnent et s'imbriquent. À travers les arts s'exprime l'identité de New York, faite d'égalité, de diversité et de créativité. C'est au sud de l'île de Manhattan que l'aventure commence pour les explorateurs européens. Les premiers arrivent au XVIe siècle, mais ils ne restent pas. C'est au début du XVIIe siècle que des colons décident de s'installer. Ils sont hollandais. Ils prennent leur quartier ici, et on trouve encore dans l'architecture des vestiges de leur présence. Les rues les plus anciennes ont conservé leur tracé au pied des buildings. Dès l'origine, le commerce est prospère. Au bout de Wall Street, l'église de la Trinité est alors le plus haut immeuble d'un quartier où les banquiers traitent leurs affaires dans la rue. Très vite, ils domineront la finance mondiale. La bourse de New York est la plus importante du monde. C'est à 2 pas de là, dans l'ancienne mairie, que le premier président des États-Unis prononça son discours d'investiture. George Washington. La menace des attentats terroristes a changé les habitudes des New-Yorkais. Depuis le 11 septembre, il est impossible de pénétrer en voiture dans le quartier sans autorisation. Les véhicules qui entrent sont soigneusement contrôlés avant de pouvoir franchir les dispositifs de sécurité. La physionomie du quartier a évolué depuis 2001. À la pause de midi, les travailleurs de l'argent se mêlent aux touristes qui font régner à Wall Street une ambiance décontractée, sans rapport avec le stress des salles de marché. Dans le ciel de New York, la tour du One World Trade Center a fait son apparition. Avec son antenne, elle culmine à 546 mètres. C'est la plus haute tour de la ville. À la suite des attentats,
Des travaux gigantesques ont modifié entièrement la physionomie du quartier autour de l'emplacement de l'ancien World Trade Center. Personne n'a oublié la silhouette des deux tours jumelles qui faisaient la fierté de New York, jusqu'à ce matin tragique de septembre 2001. À l'endroit exact où les tours se dressaient, un mémorial a été aménagé. Clifford Chahine est l'un des responsables. Il veille à la mémoire des lieux. Le musée occupe un très grand espace qui s'étend sur 7 étages en dessous de la place où nous nous trouvons. Le musée inclut quelques vestiges des fondations du World Trade Center. C'est une exposition historique qui raconte l'histoire du 11 septembre, les causes de cet événement et aussi les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi une exposition spéciale, un mémorial consacré à ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Les empreintes carrées des deux tours sont devenues un lieu de recueillement. Le mémorial lui-même, qui est ouvert au public, contient 2 grands bassins carrés d'environ 4000 m² qui sont situés sur les emplacements mêmes des tours du World Trade Center. Et sur ces plans d'eau entourés d'arbres sont gravés les noms des 2983 victimes des attentats du 11 septembre, ainsi que les 6 victimes du premier attentat contre le World Trade Center en 1993. Dans la catastrophe, New York a sans doute perdu un peu de sa légèreté et de son innocence. Mais elle a prouvé qu'elle pouvait toujours se relever. Manhattan doit beaucoup de son image aux nombreuses œuvres d'art disséminées dans les rues. Elles appartiennent souvent à des établissements financiers qui en font une vitrine. De tout temps, la ville de New York a inspiré et favorisé la création artistique. Et les artistes le lui rendent bien. Vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Avec ses innombrables facettes, l'art contribue à faire de New York une ville multiculturelle. La Statue de la Liberté était la première image que les immigrants avaient de New York. On imagine leur émotion après la traversée de l'océan. La statue a été offerte par la France aux États-Unis à la fin du XIXe siècle pour célébrer l'amitié entre les deux peuples. Elle a été conçue par le sculpteur Bartholdi, qui a confié la réalisation de la structure à un certain Gustave Eiffel. Des feuilles de cuivre habillent la statue creuse. Le cuivre oxydé donne à l'ensemble sa couleur vert de gris. La liberté éclaire le monde en brandissant une torche. Dans la main gauche, elle tient une tablette représentant la loi, garantie des libertés fondamentales. Le monument est devenu un symbole de liberté universelle. Le pont Verrazzano enjambe le détroit de Narrows qu'empruntaient les immigrants avant de débarquer à Ellis Island, une île où ils devaient se soumettre à différents contrôles pour remplir les formalités d'entrée aux États-Unis. En se dirigeant vers le nord de l'île, on se rapproche de Midtown, le milieu de la ville. Au pied d'une forêt de gratte-ciel, l'un des hauts lieux de Midtown est aussi l'un des endroits les plus animés de New York. Les New-Yorkais le considèrent comme le centre de l'univers.
c'est l'épicentre de la ville, Times Square. On surnomme aussi cette gigantesque place le carrefour du monde. Et l'image est parfaitement justifiée. Le trafic est dense, mais les piétons ont conquis ces dernières années une grande partie de la place. La statue de George Cohan, le père de la comédie musicale, jette un regard bienveillant sur les visiteurs. En effet, Times Square est maintenant devenu une véritable attraction touristique. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, le quartier était un des lieux les moins fréquentables de New York. La célébrité de Times Square est due notamment à ses immenses panneaux publicitaires. C'est ici que l'on a vu apparaître les premières publicités lumineuses. Et la technologie a donné des résultats de plus en plus spectaculaires. Pourtant, certains vendeurs ont encore recours aux anciennes méthodes. Dans un endroit où règnent les publicités à gros budget, tous les moyens sont bons pour attirer les regards. En fait, il faut faire simple, très simple. Puis il suffit de poser pour la photo pour gagner quelques dollars. Le sourire est indispensable. Les plumes, elles, sont accessoires. Même les policiers participent. La silhouette musclée du Naked Cowboy, le cow-boy déshabillé, est devenu un des clichés à succès de Times Square. Les admiratrices se renouvellent sans cesse. Une photo, une vidéo et la pose avec le célèbre cow-boy restera un des souvenirs les plus originaux du voyage à New York. L'atmosphère à Times Square est presque devenue conviviale depuis que les voitures ont cédé la place à de vastes zones piétonnes. La 42e rue traverse Midtown de part en part. Elle aussi a beaucoup changé. Toute la diversité de New York se retrouve sur une artère jadis vouée au cinéma ou au théâtre. Aujourd'hui, le tourisme et ses grands classiques ont pris le dessus, là où dans les années 1970, seuls les vendeurs de drogue et les sex shops avaient pignon sur rue. Le spectacle, sous toutes ses formes, a toujours été le fonds de commerce d'une rue extrêmement agitée. À 2 pas, un quartier avait été baptisé Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer, tant il était sordide. Lui aussi a changé de fond en comble. Hell's Kitchen est devenu très à la mode, et les anciens immeubles s'arrachent désormais à prix d'or. New York évolue en permanence. New York se transforme. New York construit. Chaque quartier a son identité, son propre caractère. Maurice Adjmi est architecte. Je pense que ce qui fait de New York une ville très dynamique, c'est la particularité de chaque quartier. Et je pense que tous les quartiers ont leur propre personnalité. Nombre d'entre eux sont historiques et c'est sans doute ce qui donne à New York ce sentiment de diversité, car chaque quartier a sa propre histoire. Le Garment District est un exemple de quartier dédié à une activité bien précise. Littéralement, c'est le quartier de l'habillement, organisé autour de Fashion Avenue, l'avenue de la mode. Pendant les années 1950, 75% des vêtements vendus aux États-Unis étaient fabriqués ici. Un peu à la manière d'Hollywood, New York rend hommage aux grands créateurs de mode qui ont laissé leur empreinte dans le quartier. C'est ici que l'on trouve aussi le plus grand bouton et sans doute la plus grande aiguille du monde. Sur quelques pâtés d'immeubles, le commerce des tissus et des vêtements s'est toujours maintenu dans le Garment District. Et pourtant, il a fallu résister à la concurrence des pays qui produisent à moindre coût.
Les professionnels se sont recentrés sur la création. En effet, la production à grande échelle a été abandonnée. Le Garment District cible aujourd'hui une clientèle plus exigeante qui apprécie l'originalité de la coupe, la qualité de la finition et les délais de fabrication très courts. La mode à New York possède sur la 5e avenue ses vitrines les plus prestigieuses. Les couturiers les plus célèbres y présentent leurs dernières créations et les élégantes new-yorkaises y défilent. La 5e avenue était à l'origine en terre battue. C'est aujourd'hui une des artères les plus chics et donc les plus chères au monde. Les grandes tendances du luxe sont lancées ici dans un mouvement parfaitement constant. À New York, les richesses sont très visibles et les contrastes parfois choquants. La 5e avenue aligne aussi plusieurs bâtiments incontournables à New York. Juste en face de la cathédrale Saint-Patrick se dresse le fameux Rockefeller Center et la statue du géant Atlas portant le monde. Construit dans les années 1930, le Rockefeller Center est conçu comme une ville dans la ville, avec des commerces, des appartements et des salles de spectacle. La richissime famille des Rockefeller en a fait un pur chef-d'œuvre de l'art déco. L'or habille la 5e avenue et fait briller le mobilier urbain jusqu'au pied de la tour Trump, un milliardaire de l'immobilier new-yorkais. Une fois franchie la porte dorée, la décoration intérieure laisse rêveur. L'eau ruisselle en cascade sur un mur couvert de marbre rose italien. Le sommet du kitsch pour un milliardaire qui donne son nom à tous ses immeubles. Le Diamond District, le quartier du diamant, est consacré au roi des pierres précieuses et aux bijoux. Plus de 2500 commerces sont dédiés aux bijoux dans une ville où le diamant est une tradition. La plus grande partie des diamants qui entrent aux États-Unis passe par ici. La vie du quartier tourne autour des pierres et des produits dérivés. Tout ce qui brille n'est pas or, tout le monde le sait. Même les bijoux de pacotille ont trouvé ici un petit marché. Toujours le long de la 5e avenue se dresse un immeuble légendaire, l'Empire State Building. C'est un autre bijou de l'art déco, inauguré au début des années 1930. Il fut longtemps le plus haut de la ville, mais la concurrence était forte. La course à la hauteur se joua sur un détail. Il y avait une compétition dans les années 30 pour construire le plus haut gratte-ciel. Il y avait une rivalité entre l'Empire State Building et le Chrysler Building, deux icônes de la ville. Au dernier moment, ils ont mis l'antenne au sommet de l'Empire State Building pour qu'il soit le plus haut. L'intérieur est tout à la gloire de l'art déco triomphant. Une exposition rappelle les étapes de la construction qui dura à peine 1 an et demi. À l'époque, une réelle performance pour un immeuble de 443 mètres de haut. La vue sur la ville est époustouflante. L'architecture verticale n'aurait pas vu le jour sans l'invention de l'ascenseur. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont accéléré le mouvement. On fait la course pour construire toujours plus haut. Le plus haut gratte-ciel résidentiel ou le plus grand gratte-ciel commercial. Et vous voyez, les gratte-ciels montent toujours plus haut, notamment les immeubles résidentiels. L'immobilier à New York est en perpétuelle évolution. Au sud-est de Manhattan, par exemple, les anciens quartiers populaires changent à vue d'œil sous la pression de la mode et des promoteurs. Bowery a longtemps été une avenue synonyme de déchéance.
Le quartier avait une très mauvaise réputation et il ne faisait pas bon s'y attarder, même le jour. Les clochards, les drogués et les alcooliques y donnaient la pire image de New York. À partir des années 1990, les choses ont changé. Aujourd'hui, les sans-abri ont déserté les lieux et les façades sont ravalées. Le quartier tout entier a subi une profonde mutation. On détruit, on reconstruit, et les loyers montent en flèche. Les immeubles réhabilités ne se comptent plus, les prix à la vente ou à la location ne cessent d'augmenter. Les centres d'intérêt du quartier ont aussi changé. Le nouveau musée d'art contemporain a largement contribué à la mutation du quartier. Il présente les œuvres d'artistes du monde entier. Désormais, on parle de Bowery en bien. Les gens viennent sur place voir pourquoi le bouche à oreille fonctionne. Le quartier entre dans les circuits touristiques. Il finit même par s'embourgeoiser. Un processus classique dans les grandes villes et spécialement à New York. Les nouveaux habitants importent dans le quartier leur goût et leur niveau de vie. Toute l'activité économique, culturelle et sociale s'en trouve stimulée. Même la consommation de bière est devenue branchée. Une authentique brasserie allemande s'est établie dans un ancien bâtiment industriel. Tout le processus de fabrication est visible sur place, exactement comme à Munich ou à Dortmund. La bière et l'alcool ont marginalisé Bowery pendant des années. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Les vieux démons sont exorcisés. Little Italy, la petite Italie, est le quartier où les immigrants italiens se sont à l'origine installés. Il y a d'autres quartiers italiens à New York, mais ici, l'attachement à la mère patrie est très démonstratif. Les Italiens sont arrivés en plusieurs vagues, ceux du Nord, puis surtout ceux du Sud, avec la mafia dans leur bagage. Aujourd'hui, la mafia est presque un label. Pour vendre leur spécialité, les Italiens ne manquent pas d'arguments. Tout le répertoire y passe, des grands classiques aux productions régionales et locales. Il n'est pas nécessaire d'insister beaucoup pour convaincre le client. Tout est bon ici, c'est un mélange de cuisine sicilienne et napolitaine. Pour les immigrants italiens, une église catholique romaine a été fondée sur Mulberry Street à la fin du XIXe siècle. L'église du très précieux sang. Elle abrite la statue du saint patron de Naples, San Gennaro. Le 19 septembre, le quartier est en ébullition à l'occasion de la fête du Grand Saint. Un événement célébré par toute la communauté italo-américaine, la San Gennaro. La fête de San Gennaro, Saint-Janvier en français, honore un des personnages parmi les plus vénérés de l'Église catholique. Ses origines sont très anciennes. Elles remontent au IIIe siècle de notre ère. San Gennaro pour la communauté des Italo-Américains, notamment pour ceux qui viennent de Naples ou qui ont de la famille d'origine napolitaine, est le saint martyr qui a stoppé l'éruption du Vésuve et qui a sauvé la ville de Naples. Et aujourd'hui, on lui rend hommage et nous sommes très heureux. La statue de San Gennaro sillonne le quartier pendant des heures. Des dollars sont accrochés aux vêtements du saint pour être distribués aux nécessiteux. On raconte que les billets finissaient jadis dans les caisses de la mafia. Au sud de Canal Street, le territoire de Little Italy est soumis à l'énorme pression de Chinatown, le quartier chinois.
Les Chinois grignotent de plus en plus d'espace dans une ville où ils ont apporté leur langue, leur architecture, leur commerce et leur religion. À quelques détails près, on se croirait en Chine. Même s'ils sont bien intégrés à New York, les Chinois entretiennent partout le souvenir de leurs origines. Les Chinois forment une société très solidaire. Les nouveaux arrivants sont aidés dans leurs recherches pour trouver un logement ou un travail. Des principes fidèles à la philosophie de Confucius, qui prône l'harmonie des relations humaines. Les Chinois ont un sens inné du commerce, et les centaines de boutiques le confirment. Une même famille possède souvent plusieurs magasins. Dans certains secteurs, les Chinois monopolisent l'activité. C'est le cas de la bijouterie, où ils transmettent leur culture. À même les trottoirs, on expose les fruits exotiques. Les moyens des commerçants sont parfois dérisoires, mais la clientèle est toujours au rendez-vous. Les spécialités culinaires comme le canard laqué ont fait des adeptes dans le monde entier. L'immigration chinoise a suivi plusieurs courants. Les Chinois venus de Taïwan, la Chine nationaliste, sont arrivés en grand nombre. Un musée retrace l'histoire des Chinois en Amérique. Herb Tam en est le directeur. Les premiers Chinois sont arrivés à l'époque de la ruée vers l'or, dans les années 1850, quand on a trouvé de l'or en Californie. Et quand la ruée vers l'or a pris fin, la plupart des Chinois sont allés travailler à la construction du chemin de fer qui relie la côte ouest et la côte est. Quand les chemins de fer ont été terminés en 1869, les Chinois ont commencé à se déplacer vers la côte est pour travailler dans différentes industries. Et ils se sont installés à New York, où il y avait déjà le début de Chinatown. Malgré les services rendus à leur pays d'accueil, les Chinois n'ont pas toujours été très bien reçus. Les Chinois n'étaient pas autorisés à vivre dans les quartiers les plus prisés. Donc ils se sont tous installés ici parce que personne d'autre ne voulait vivre dans ce quartier. Le rejet dont les Chinois ont été victimes a eu comme conséquence de resserrer encore les liens entre eux. Ils apprécient les lieux où ils peuvent se retrouver. En réalité, durant la journée, les personnes âgées qui ne travaillent pas ne veulent pas rester dans leurs petits appartements. Donc ils vont à Columbus Park. Là, vous vous rendez compte que c'est un espace de vie pour ces personnes. On y joue aux échecs chinois ou à d'autres jeux de table. Vous voyez aussi des gens qui répètent pour des opéras chinois, des opéras cantonais. À l'ouest de Chinatown, on pénètre dans le village, le village. Le quartier s'organise autour de Washington Square et son arc monumental. Depuis des décennies, le village est réputé pour être un haut lieu de la culture et de la création artistique. Plusieurs courants de la peinture, du théâtre, de la littérature et de la musique se sont développés ici. En réalité, le quartier s'appelle Greenwich Village, le nom d'un petit bourg jadis englobé dans New York. Mais c'est l'appellation Village qui s'est imposée.
les allées du parc offrent aux artistes une scène improvisée. Le village a conservé l'ambiance baba-cool et la verdure de ses origines, car ses habitants y sont très attachés. La vie du quartier est très influencée par la présence de l'Université de New York. New York University a été fondée au début du 19e siècle et sa faculté de droit est très réputée. L'établissement possède un important patrimoine immobilier. Au contraire d'autres universités, la situation financière des étudiants n'est pas un critère de sélection. À l'ouest de la 6e avenue, appelée aussi Avenue des Amériques, commence le West Village, le village ouest. Le quartier est aux antipodes du Manhattan des buildings. Ici, le record à battre n'est pas celui de la hauteur, mais celui de la largeur. On y trouve la façade la plus étroite de New York. Point de repère pour la communauté homosexuelle, le West Village arbore un peu partout le drapeau arc-en-ciel. David Schneider est responsable d'une association homosexuelle. Dans les années 60, 70 et 80, on appelait ce quartier le Gayborhood, le quartier gay. Il y avait beaucoup de bars. Les gays y avaient aussi leur centre communautaire. Puis nous nous sommes de plus en plus dispersés. Chelsea est devenu plus gay. Maintenant, Hell's Kitchen devient aussi plus gay. Mais le village est un peu resté notre base spirituelle. Tous les ans au mois de juin, la Gay Pride parcourt la 5e avenue. La création du drapeau arc-en-ciel remonte à 1978. Il comprend 6 couleurs. Chacune a une signification, et notamment le rouge pour la vie et l'indigo pour l'harmonie. Le défilé bariolé rappelle le combat permanent des homosexuels. Son point de départ remonte à 1969. À partir de là, on a lancé des commémorations pour célébrer le fait que nous ne serions plus opprimés. Il y en a eu à New York, à Los Angeles, San Francisco et dans d'autres villes. La première Gay Pride a eu lieu l'année suivante. Au début, c'était une manifestation, mais au fil des années, c'est devenu beaucoup plus festif. Encore maintenant, à New York, ce que la plupart des gens appellent une parade, nous l'appelons toujours une marche. Et jusqu'à ce que nous obtenions la totalité de nos droits, cela continuera à être pour nous une manifestation. Les opinions et les appartenances politiques, philosophiques ou religieuses s'expriment chacune à leur manière. Les gays ont toujours le sens du spectacle. Et même le service d'ordre se laisse séduire. Toutes les communautés sont représentées. Et quand les minorités indiennes participent, les cow-boys ne sont jamais très loin. Peu importe le sexe, peu importe l'âge, l'important, c'est d'être ensemble. Différents quartiers de New York connaissent un destin similaire. Ils ont été très mal fréquentés à une époque et aujourd'hui, ils sont devenus très en vogue. Le quartier du Meatpacking est un cas spectaculaire. C'était jadis le quartier des abattoirs. Meatpacking signifie conditionnement de la viande.
on imagine les nuisances. Depuis quelques années, tout a changé. Les abattoirs ont laissé la place à des boutiques à la mode et les garçons bouchers à un public branché. Le meatpacking a pris une toute autre dimension. C'est l'endroit où il faut être vu et de préférence bien accompagné. On y vient en joyeuse compagnie pour voir, être vu et s'amuser. Le meatpacking est aussi devenu une galerie d'art à ciel ouvert. Les artistes et les collectionneurs se croisent dans les rues où le passé est toujours d'actualité et où le présent est déjà dépassé. Ici, tout change très vite et on a le sens de la mise en scène. Une voie de chemin de fer suspendue amenait jadis le bétail aux abattoirs du meatpacking. Aujourd'hui, la High Line est une longue promenade verdoyante qui s'étire de Gansevoort Street à la 34e rue. Longtemps désaffectée, la voie avait été laissée à l'abandon. Au lieu de détruire l'ensemble, on a misé sur la couleur verte. On a amené la campagne à la ville. L'art n'a pas été oublié. Les anciens rails sont devenus sculptures contemporaines. Et les architectes qui ont travaillé à la rénovation du meatpacking ont réussi à créer des immeubles séduisants tout en conservant l'ossature du quartier. Les promeneurs redécouvrent une ville où l'on peut arrêter de marcher. Pour faire encore plus campagne, on a inventé un ruisseau artificiel où petits et grands prennent plaisir à patauger. Le meatpacking était jadis complètement saturé de voitures. Aujourd'hui, comme au théâtre, les promeneurs s'amusent à la vue d'un quartier libéré. Pour Maurice Adjmi, la ville a pris ici un tournant décisif. La High Line a suscité une prise de conscience de tout le monde par rapport à l'architecture verte et aux espaces verts. Et nous constatons qu'il y a de plus en plus de constructions vertes et même des fermes sur les toits. L'écologie influence de plus en plus l'architecture de la ville. Les espaces verts ont toujours existé à New York, même en plein cœur de Manhattan. Ainsi, Park Avenue n'est pas connu que pour la hauteur de ses loyers, mais aussi pour l'espace que l'on y a toujours réservé à la végétation. Le vert tend à se répandre partout à New York. Les oasis se multiplient. Les arbres prennent de plus en plus d'envergure et le moindre petit espace donne envie de faire une pause. Il faut dire qu'en matière d'espace vert, les New-Yorkais possèdent la meilleure référence possible. Central Park. Le plus grand parc de la ville est un immense rectangle dont le périmètre atteint 10 km. À l'intérieur, l'illusion est parfaite. On se croirait en pleine nature. Et pourtant, tout a été pensé, dessiné et planté. Le parc est relativement récent puisque l'aménagement s'est achevé à la fin du 19e siècle. Central Park est une pure merveille d'intégration au paysage urbain. Des millions de visiteurs le parcourent tous les ans et c'est un des endroits les plus sûrs de New York. Avec des dimensions beaucoup plus réduites, à l'intersection de Broadway et de la 20e rue, Union Square est un autre point de repère de la vie new-yorkaise. La statue de George Washington surveille un parc qui est un îlot de tranquillité en plein centre-ville.
Mais sous des apparences paisibles, Union Square est un concentré de la diversité new-yorkaise. Les joueurs d'échecs mettent les passants au défi de les affronter. Depuis le 19e siècle, Union Square est aussi une tribune, un lieu où chacun peut venir exprimer librement ses opinions politiques, religieuses, philosophiques ou artistiques. La concurrence entre les artistes est rude, mais il suffit d'une bonne idée pour se faire remarquer. Toutes les initiatives sont bonnes, surtout lorsqu'elles concernent les énergies renouvelables. Ici, l'énergie solaire permet de recharger son téléphone portable. Tout ce qui est vert est très à la mode sur Union Square. Plusieurs fois par semaine, le Green Market, un marché bio, envahit la place. James Gehring est un des organisateurs. Le succès est au rendez-vous. On a commencé avec une douzaine d'agriculteurs. Il y avait juste un petit marché le samedi. Nous sommes maintenant ouverts 4 jours par semaine avec 52 marchés à New York. Oui, le bio est devenu ici une très grosse affaire commerciale à l'américaine. Seuls les exploitants, fermiers et artisans de l'État de New York peuvent vendre leurs produits au Green Market. Les seules personnes qui peuvent vendre sur le marché sont des agriculteurs ou ceux qui se fournissent auprès des agriculteurs locaux. Nos agriculteurs viennent d'un rayon de 450 km autour de la ville. Ils arrivent le matin avec leurs produits qu'ils ont cueillis la veille. Nous avons des inspecteurs qui font le tour des fermes et on est sûr que les vendeurs vendent ce qu'ils ont réellement cultivé. Le marché a été créé au milieu des années 1970. Il est devenu un rite et il est en passe de devenir une tradition. New York évolue en permanence. C'est pourquoi le respect des traditions est très important pour les New-Yorkais. Les traditions sont des repères pour la ville, même si elles viennent de l'Ouest. Bryant Park, ce jour-là, célèbre le Far West. Et le programme commence par un rodéo. Normalement, il faut tenir en selle au moins 8 secondes. Et le style de la chute est pris en compte. Et comme on n'attrape pas les taureaux par les cornes, il y a aussi la leçon de l'assaut. Le square dance, le quadrille et les danses collectives du Far West ont un grand succès, même à Manhattan. La technique est à première vue plutôt simple. Il suffit de se laisser emporter par les autres danseurs et par la musique. Pour maîtriser les variantes les plus complexes de la danse western, il est important de commencer jeune. Rien ne peut arrêter New York. Elle brasse les cultures, elle mobilise les énergies, elle électrise les passions. La ville se réinvente sans cesse. Elle y arrive grâce à ses valeurs de liberté, de diversité et de créativité. Only in New York can you rise to the top, like the Empire State
You gotta be great when you get your shot. Where can you find